Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. On dit qu'elle parlait 9 langues, qu'elle était plus belle que Vénus, qu'elle conquit les hommes les plus puissants de Rome, qu'elle possédait les trésors de l'Égypte et que son intelligence était sa plus grande arme. Cette femme, c'est Cléopâtre. Dernière d'une dynastie millénaire, elle a failli changer le cours de l'histoire. Préparez-vous à découvrir la vérité sur la femme la plus fascinante de l'Antiquité. Cléopâtre. Rien que ce nom, ça évoque le pouvoir, la séduction, une fin tragique. Mais et si toute l'image qu'on en a à l'image d'Hollywood était fausse? Et si derrière le mythe se cachait en fait l'une des souveraines les plus brillantes de l'Antiquité? C'est ce qu'on va voir ensemble, en plongeant dans l'histoire de la dernière reine d'Égypte. La question qui traverse les siècles, c'est vraiment celle-ci. Était-elle une simple séductrice, qu'utilisait ses charmes pour manipuler les hommes les plus puissants de son époque, ou alors était-elle une souveraine visionnaire qui s'est battue jusqu'au bout pour sauver son royaume face à l'appétit insatiable de Rome? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer. Allez, on commence tout de suite par briser une idée reçue. Non, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Elle faisait partie de la dynastie des Ptolémées. C'était une lignée de rois et reines grecs macédoniens qui régnaient sur l'Égypte depuis presque 300 ans. En fait, il descendait directement d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cette origine, elle est absolument cruciale pour comprendre son éducation et sa vision du monde. Tout commence donc par une lutte acharnée pour le trône. Il faut s'imaginer, à seulement 18 ans, Cléopâtre hérite d'un royaume qui est certes très riche, mais qui est menacé de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle hérite d'un monde absolument fascinant. Alexandrie, à l'époque, c'est la capitale intellectuelle de toute la Méditerranée avec sa bibliothèque légendaire. C'est un royaume qui est vraiment au carrefour de la culture grecque et des traditions égyptiennes. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le grenier à blé de Rome. Ça le rend à la fois vital pour l'Empire, mais aussi extrêmement vulnérable. Le testament de son père la force à une situation impossible, épouser et régner avec son jeune frère. Mais Cléopâtre, elle refuse de partager le pouvoir. Et cette ambition va lui coûter très cher. Les conseillers de son frère montent une armée contre elle et elle est obligée de s'enfuir en exil. À ce moment-là, sa cause semble complètement perdue. Et c'est là que tout bascule. Jules César, l'homme le plus puissant du monde, débarque à Alexandrie. Pendant que son frère essaie maladroitement de s'attirer ses faveurs, Cléopâtre, elle, y voit une occasion unique. Son plan est d'une audace folle. Se faire livrer en secret à César, caché dans un tapis pour passer les gardes. Une entrée en scène digne de la légende qu'elle va devenir. Et ça marche, César est bluffé. Pas seulement par sa beauté, mais surtout par son intelligence, son courage. Il décide de la soutenir. Il engage ses légions, Ptolémée XIII est vaincu, il se noie dans le Nil. Et voilà Cléopâtre seule sur le trône. Son pouvoir est maintenant sécurisé par une alliance avec Rome, et de cette alliance naîtra un fils, Césarion. Le pouvoir de Cléopâtre semble alors absolu, mais à Rome, un événement va tout faire basculer, l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ. Son protecteur n'est plus là. Cléopâtre doit à nouveau naviguer dans les eaux mortelles de la politique romaine. Le monde romain est maintenant divisé, et l'Orient, ça tombe dans les mains de Marc-Antoine, un général brillant, mais qui a aussi la réputation d'aimer le luxe et les plaisirs. Il convoque Cléopâtre pour qu'elle vienne s'expliquer. La scène est prête pour une deuxième rencontre qui va marquer l'histoire. Cléopâtre, elle ne vient pas en position de faiblesse, pas du tout. Elle organise une mise en scène spectaculaire. En 41 avant Jésus-Christ, elle remonte le fleuve sur une barge somptueuse, se présentant non pas comme une reine qui vient se soumettre, mais comme une déesse. Et Antoine, il est complètement subjugué. Ce qui est super intéressant ici, c'est que leur relation, c'est beaucoup plus qu'une simple romance. C'est un vrai partenariat stratégique. D'un côté, Cléopâtre apporte les richesses de l'Égypte et sa légitimité de pharaon. De l'autre, Antoine apporte la puissance militaire romaine. Ensemble, leur rêve, c'est de créer un nouvel empire oriental qui pourrait rivaliser avec Rome. Et le sommet de leur ambition, le point de non-retour, c'est cette cérémonie des donations d'Alexandrie. Regardez bien, ils se proclament eux-mêmes reines et rois des rois. Et ils distribuent des territoires qui appartiennent à Rome ou que Rome convoite à leurs propres enfants. Pour les Romains, c'est une provocation insupportable. C'est une trahison pure et simple. À Rome, leur grand rival, Octave, qui deviendra l'empereur Auguste, saisit l'occasion.
Il va lancer une guerre totale, d'abord avec des mots, puis avec des armes. Octave, il faut le dire, c'est un maître de la communication. Il lance une campagne de propagande absolument dévastatrice. D'un côté, Antoine et Cléopâtre se voient comme un couple divin. De l'autre, Octave les dépeint comme un général romain faible, complètement ensorcelé par une reine étrangère dépravée qui veut soumettre Rome. Et c'est cette image-là qui va rester dans l'histoire. Et là, c'est le coup de génie politique d'Octave. Il arrive à persuader le Sénat de déclarer la guerre non pas à Marc-Antoine, qui est un citoyen romain, ça aurait été une guerre civile impopulaire, mais à Cléopâtre, la reine étrangère. Du coup, la guerre est présentée comme une défense de Rome contre une menace extérieure. C'est très habile. L'affrontement final a lieu sur mer, à Actium, en Grèce. Leurs forces sont impressionnantes, mais la bataille tourne mal. Voyant que la défaite est inévitable, Cléopâtre ordonne à sa flotte de battre en retraite. Et Antoine, dans un geste qui va sceller sa réputation de traître à Rome, abandonne ses soldats pour la suivre. C'est la fin de leurs rêves. La défaite militaire se transforme alors en tragédie personnelle. Le dernier acte va se jouer à Alexandrie. Et là, Cléopâtre va orchestrer sa sortie de scène avec le même sens du spectacle qui a marqué toute sa vie. La fin est incroyablement rapide et brutale. Pendant que le couple se replie, Octave prépare l'invasion de l'Égypte. Moins d'1 an après la bataille d'Actium, ses légions sont déjà aux portes d'Alexandrie. Dans le chaos final, une fausse rumeur circule. Cléopâtre serait morte. Antoine l'entend. Désespéré, il se jette sur son épée. Mortellement blessé, on le transporte jusqu'au mausolée où Cléopâtre s'est réfugiée, et il meurt dans ses bras. Et c'est là le point crucial. Cléopâtre sait très bien ce qu'il attend. L'humiliation suprême. Être exhibée comme un trophée, enchaînée dans les rues de Rome lors du triomphe d'Octave. Elle refuse ce destin. Son suicide, ce n'est pas un acte de désespoir, c'est son dernier acte de pouvoir, son dernier acte de souveraineté. Elle choisit de mourir en reine. Et sa mort n'est pas un petit événement. C'est un tournant historique majeur. Avec elle, c'est 3000 ans de civilisation pharaonique qui s'éteignent. L'Égypte indépendante, c'est terminé. Elle devient une simple province romaine, le trésor personnel de l'empereur. En fin de compte, Cléopâtre est tellement plus que cette image de séductrice que la propagande romaine nous a laissée. C'était une politicienne brillante, une linguiste hors pair, une stratège qui a tenu tête à Rome pendant 20 ans. Oui, elle a perdu, mais son audace et sa détermination à façonner son propre destin ont créé une légende qui, elle, est devenue immortelle. Et ça laisse une question en suspens. Et si elle avait gagné à Actium, à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui ? Cléopâtre fut bien plus qu'une simple séductrice. Dernière pharaone d'Égypte, elle a gouverné l'un des royaumes les plus riches de l'Antiquité pendant près de 20 ans. Face à la montée de Rome, elle a choisi l'alliance plutôt que la soumission, l'amour plutôt que la diplomatie froide. Sa mort marque la disparition d'une civilisation millénaire, celle des pharaons d'Égypte. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.